Bonjour à tous, je suis Mélanie Lejeune, je suis ingénieure technico-commerciale pour le groupe CCA et je m'occupe particulièrement de la partie projet clinique au niveau du service commercial. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Justine. C'est Justine Penel et je suis donc la responsable du laboratoire Cosmépar. Très bien. Donc aujourd'hui, lors de ce webinaire dédié à l'hydratation, nous allons vous présenter dans un premier temps une petite introduction avec le contexte réglementaire et également quelques infos sur l'hydratation. Ensuite, nous aurons une vidéo immersive dans le laboratoire Cosmépar pour découvrir comment on réalise les mesures, quels sont les protocoles les plus adaptés à vos produits. Justine vous expliquera également comment comprendre les rapports de tests que vous recevez, comment bien comprendre et exploiter les résultats. Et ensuite, elle vous présentera une innovation pour mettre en valeur vos études d'hydratation de façon innovante, une mise en avant qui va beaucoup plaire à vos services marketing, je pense. On se retrouvera ensuite en direct pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Alors bien sûr, 200 participants, c'est aussi 200 questions, donc on ne pourra pas répondre à toutes aujourd'hui. Nous en avons sélectionné certaines avec Justine. Et les suivantes, vous les aurez par écrit dans quelques jours avec le replay de ce webinaire. Nous allons pouvoir commencer. Donc, je vais d'abord vous présenter rapidement le laboratoire Cosmépar. Donc, Cosmépar, c'est notre laboratoire d'études cliniques in vivo qui fait partie du groupe CCA, dans lequel on retrouve 3 autres laboratoires qui sont Cosmebac, notre laboratoire de microbiologie, Analytech, notre laboratoire d'analyse chimique et physico-chimique, et Cell Alternative, notre laboratoire d'études in vitro de tolérance et d'efficacité. Ces 3 laboratoires sont placés à Carquefou, où je me trouve aujourd'hui, donc c'est dans la banlieue de Nantes. Et Cosmépar, c'est à Nantes, place Gralin, où se trouve Justine aujourd'hui. Vous avez un petit visuel sur la droite de votre écran qui représente la place Gralin, qui est une place emblématique de Nantes. Et ce n'est pas pour ça qu'on l'a choisie, mais surtout parce que c'est central et ça permet à nos volontaires et à notre équipe technique et d'experts de venir facilement pour faire vos études sur place. Nous avons environ 2500 volontaires, femmes et hommes, qui ont tout type de peau primaire, normale ou sensible, tout type de peau secondaire également. On a des peaux jeunes, mixtes à grasses, jusqu'à des peaux normales et de la peau plus sèche. Nous avons plutôt un panel caucasien, étant donné que l'on se trouve à Nantes. Nous réalisons environ 300 études par an, hors études d'hydratation, des tests d'usage, d'efficacité, des tests de tenue de maquillage, par exemple. Et pour réaliser ces études, nous faisons appel à des médecins dermatologues, ophtalmologues, gynécologues ou dentistes, et également à des experts, coiffeurs et esthéticiennes, qui peuvent faire l'application de vos produits, mais également des scorages. Chez Cosmépar, l'hydratation, c'est sans réservation, tous les 15 jours en semaine paire. C'est la seule chose que vous avez à retenir. Vous prenez votre colis, vous mettez votre échantillon, 100 grammes dans votre colis avec le bon de commande Cosmépar et vous nous envoyez par mail votre formule INKEY et les prérequis de tolérance, patch test ou préévaluation de la sécurité. Vous envoyez ça chez Cosmépar et ensuite on s'occupe de tout sans planification. Tous les échantillons que l'on va recevoir avant le lundi de la semaine impaire seront traités la semaine suivante. Donc, votre étude d'hydratation aura lieu en semaine paire. Et la semaine impaire suivante, on vous enverra votre rapport dans votre boîte mail directement. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet après cette courte introduction en se posant la question, qu'est-ce que l'hydratation cutanée ? Alors, pourquoi on parle d'hydratation aujourd'hui? Parce que c'est, à notre sens, une allégation qui est essentielle pour vous. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'allégation qui est la plus testée chez Cosmépar en 2025. On a réalisé 159 mesures d'hydratation depuis début janvier. C'est également une allégation essentielle parce qu'une peau qui va être hydratée, elle va aider à éviter l'apparition d'un teint terne, elle va prévenir du vieillissement prématuré et également du dessèchement. D'ailleurs, en France, 70% des Français utilisent quotidiennement une crème hydratante et les soins visage représentent 27%, qui est la plus grosse part de marché du marché des cosmétiques.
Un petit tour vers le contexte réglementaire. Donc, pour rappel, toute allégation sur l'efficacité doit être prouvée, soit par un questionnaire lors d'un test d'usage, soit par un scorage, ou alors par des mesures. Pour l'hydratation, on vous recommande fortement de passer par les mesures parce qu'il existe des protocoles fiables, reproductibles et qui sont à un prix abordable, ce qui permet vraiment de les mettre en œuvre. Il n'est pas autorisé de s'appuyer sur l'actif objectivé et sur ses revendications pour revendiquer un effet sur le produit fini. Il faudra nécessairement tester votre formule. Et attention, les allégations d'efficacité ne sont pas de la responsabilité de l'évaluateur de la sécurité, mais de la personne responsable. Alors, qu'est-ce que l'hydratation cutanée? Donc déjà, la peau, elle est naturellement hydratée parce que la peau met en place des stratégies pour avoir une bonne hydratation. La première stratégie, c'est d'avoir un film hydrolipidique à la surface de la peau, sur la couche la plus externe de l'épiderme. On a également un effet barrière du fait de l'organisation des cellules, les cornéocytes, qui vont être liées entre elles par des jonctions serrées, les desmosomes, mais également le ciment intercellulaire. Cette organisation va éviter l'évaporation de l'eau également. Dans la peau, on trouve également des facteurs naturels d'hydratation, le NMF, qui sont des molécules hygroscopiques qui sont intracellulaires et qui vont maintenir l'eau dans la peau et favoriser leur circulation. Et enfin, les protéoglycanes que l'on retrouve dans le derme sont les réservoirs principaux de l'eau dans la peau. Alors, comment les formulateurs vont faire pour avoir un produit cosmétique qui va hydrater la peau? Eh bien, on va imiter les stratégies qu'utilise déjà la peau naturellement. On va essayer de retenir l'eau et de limiter son évaporation. Pour retenir l'eau, on peut utiliser des molécules similaires au NMF, par exemple les dérivés de PCA, l'acide pyrrolidone carboxylique, qui est un composant du NMF. On a également des molécules similaires à celles du derme, par exemple l'acide hyaluronique. Et on peut aussi utiliser des humectants, ou des sucres hygroscopiques, par exemple des polysaccharides, des dérivés de glucose, qui vont agir comme des éponges, qui vont capter l'eau et la retenir à l'intérieur de la peau. On va ensuite limiter l'évaporation de la peau par deux stratégies différentes, soit la galénique, soit des actifs. Les galéniques filmogènes, par exemple les émulsions eau dans huile, les beurres, les émulsions huile dans eau riches en beurre, mais aussi les gels occlusifs vont pouvoir former un film à la surface de la peau et limiter l'évaporation de l'eau. On peut également mettre dans les formules des actifs qui vont agir sur le renouvellement cellulaire et ainsi on va renforcer l'effet barrière de la peau. Et on peut aussi avoir des actifs qui agissent sur la synthèse de lipides et qui vont former un film hydrophobe à la surface de la peau, similaire au sébum. D'ailleurs, en parlant de sébum, est-ce qu'une peau mixte à grasse qui a beaucoup de sébum peut être déshydratée? Eh bien oui, parce qu'il ne faut pas confondre la peau sèche et la peau déshydratée. La peau sèche, c'est justement une peau qui va manquer de sébum, de l'huile protectrice qui limite l'évaporation de l'eau. Elle va avoir une fonction barrière qui va être altérée et ça va plutôt être une peau qui va desquamer. Alors qu'une peau déshydratée, c'est une peau qui va être en manque d'hydratation. Ça peut toucher tous les types de peau, aussi bien des peaux mixtes à grasse que des peaux sèches, et ça va se manifester plutôt par des tiraillements, des rougeurs ou des ridules. Alors voilà pour cette petite introduction. Nous allons maintenant passer à une vidéo où on va pouvoir retrouver Justine qui va nous expliquer comment on mesure l'hydratation chez Cosmépar, quels sont les protocoles, mais également comment comprendre les résultats lorsqu'elle nous envoie des rapports. Et elle nous présentera une solution innovante pour mettre en avant vos résultats d'hydratation. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Il n'y a pas de standardisation ni de normes dans la profession, quelle que soit l'efficacité recherchée. Il s'agit de pratiques historiques et parfois relayées par des publications scientifiques qui se standardisent. Ainsi, chaque CRO fait ses propres choix de standardisation. Dans le cas de l'hydratation, il est nécessaire de rationaliser une quantité de produit appliqué par rapport à une surface de peau. Par exemple, pour un produit d'utilisation classique non rincé, on appliquera 100 microlitres de produit sur une surface de 35 cm².
Cela permet d'évaluer le potentiel hydratant d'un produit à l'instant T, mais également de pouvoir le suivre après une reformulation ou en comparaison avec d'autres produits. Pour cela, il reste très important de contrôler la température et de suivre l'hygrométrie de la pièce de mesure afin de pouvoir réaliser les mesures toute l'année. Il est également recommandé de considérer les conditions réelles d'application du produit. Ainsi, un masque qui était appliqué en couche épaisse avec un temps de pause devra être appliqué dans les mêmes conditions. Idem pour un produit qui est rincé devra avoir un témoin qui l'est également. Afin d'étayer mes propos, nous allons prendre un exemple. Ici, les produits à tester sont appliqués selon ce schéma. Il y a deux zones témoins, une zone témoin non rincée à gauche, une zone témoin rincée à droite. Les produits sont ensuite appliqués du bas de la jambe vers le haut de la jambe sur la partie gauche pour les produits non rincés et du bas de la jambe vers le haut de la jambe sur la partie droite pour les produits rincés. Ces produits auront ensuite un temps de pause de 4 minutes et seront rincés par 100 ml d'eau afin de mimer les conditions réelles d'utilisation. Le plus communément, le potentiel hydratant d'un produit cosmétique est mesuré à l'aide d'un cornomètre car il s'agit d'une méthode rapide, très précise et reproductible. Le principe utilisé est celui de la capacitance diélectrique. En effet, le stratum corneum est caractérisé par une valeur moyenne de diélectrique. Les propriétés d'un diélectrique varient avec les quantités d'eau contenues dans le stratum corneum. La valeur de diélectrique de l'eau est de 81. Elle est donc très différente de nombreuses autres substances contenues dans la peau, pouvant avoir des valeurs inférieures à 7. Ceci assure une valeur très sélective. Le capteur est composé de deux électrodes métalliques en forme de peigne. Une fine couche isolante sépare les électrodes à l'extrémité de la sonde en contact avec la peau. L'alimentation du circuit électrique induit un champ électrique à travers le stratum corneum et donc un courant électrique entre les deux électrodes. L'appareillage mesure la capacitance correspondante. En pratique, 3 mesures sont réalisées par zone, par volontaire et par temps de mesure. Un écart type de 8 est toléré. L'analyse se fait en comparaison de la zone témoin versus la zone traitée. Cette méthode est particulièrement bien adaptée pour mesurer le potentiel hydratant des émulsions légères, l'huile d'en haut, les gels peu filmogènes, les lotions ou encore les produits rincés. Les produits filmogènes peuvent être des émulsions eau dans l'huile, des beurres, des baumes ou encore des gels filmogènes. Pour rappel, lorsque la barrière cutanée est abîmée, l'évaporation de l'eau naturelle contenue dans les couches superficielles de la peau est accentuée. Les produits filmogènes ont pour ambition de combler cette barrière cutanée endommagée. En effet, ils vont venir se déposer à la surface cutanée et limiter des pertes insensibles en eau. La méthode pour mesurer le potentiel hydratant d'un produit filmogène est donc la théométrie ou mesure des pertes insensibles en eau. Cette mesure se fait majoritairement avec un théomètre qui est un appareil assez rapide mais surtout offrant une très bonne précision et reproductibilité. La méthode de mesure en chambre ouverte est la seule capable de mesurer la PIE sans influencer son micro-environnement, que ce soit par occlusion, par pression ou par la température. À l'intérieur de la sonde, il y a des capteurs pour mesurer la température et l'humidité relative. La sonde de théomètre mesure le gradient de densité d'évaporation de la peau, ΔC, qui est proportionnel à la PIE. En pratique, la sonde est apposée à la surface cutanée sur la zone prévue. La mesure est lancée et elle s'arrêtera lorsque 10 mesures seront réalisées avec un écart type maximal de 0,4. C'est la moyenne de ces 10 dernières mesures qui sera utilisée. La moyenne de la zone traitée est alors comparée à celle de la zone témoin aux différents temps de mesure
afin d'étudier les propriétés barrières du produit et donc par extrapolation son effet sur le maintien d'hydratation. Une étude interne a été réalisée par le laboratoire afin de déterminer quelle était la zone la plus propice à réaliser ces mesures. Ici, les graphiques montrent les valeurs obtenues sur un panel de 50 volontaires. En cornéométrie, on voit que le taux d'hydratation de la zone des avant-bras est en moyenne 30% supérieur à celui de la zone des jambes. Les jambes sont donc plus sèches, ce qui permettra de mieux exprimer le potentiel hydratant du produit testé. Nous avons poussé cette étude en incluant plusieurs produits de galénique différentes afin d'évaluer l'influence de la zone sur le potentiel hydratant de ces produits. Nous avons donc appliqué ces produits sélectionnés spécifiquement dans les mêmes conditions, ratio quantité-surface, température hygrométrie, car ce sont les facteurs les plus déterminants pour ces mesures. Ce graphe représente particulièrement bien l'effet constaté sur l'ensemble des produits. Quelle que soit la zone étudiée, on voit que le potentiel hydratant décroît au cours du temps. Par contre, les valeurs de la zone des demi-jambes apportent de meilleurs résultats. D'autres raisons d'ordre pratique nous font préférer les demi-jambes aux avant-bras, que ce soit la pilosité, la surface ou encore le risque d'éclaboussure ou de frottement des vêtements. Quelle que soit la zone, la présence d'un tatouage est prohibitive et la valeur de la zone témoin doit être comprise entre 10 et 60 unités arbitraires. Sur le visage, les résultats sont souvent déceptifs, car il est difficile de standardiser les prises de mesure. En effet, les valeurs sont très différentes suivant les zones du visage et selon les volontaires. De plus, le visage est une zone très hydratée par l'application régulière de produits cosmétiques, ce qui la rend très challengeante pour l'analyse du produit. Certains produits spécifiques ne peuvent être mesurés avec le protocole standard en cornéométrie. C'est notamment le cas des solaires ou du maquillage, car ils contiennent une grande quantité de poudre. Deux alternatives peuvent alors être réalisées. Si le film est suffisamment robuste, on orientera le client vers une PIE. S'il ne l'est pas, on conseillera plutôt de réaliser une cornéométrie en essuyé. Pour ce second choix, plusieurs options sont possibles. D'abord, créer une zone d'application par temps de mesure afin de s'assurer de mesurer le potentiel hydratant à chaque instant. La deuxième option consiste à ne garder qu'une seule zone d'application et d'essuyer lors du premier temps de mesure. Cela permet d'éviter l'adhérence du produit avec le temps. Par contre, on pourra obtenir des résultats moins bons au cours du temps. La dernière option consiste également à conserver la même zone d'application du produit, mais à essuyer au dernier temps, afin d'avoir des potentiels hydratants les plus satisfaisants sur les temps les plus longs. Cependant, si le produit vient à sécher, on aura des résultats déceptifs. Il est donc recommandé de réaliser un pré-test pour cette typologie, puis d'en discuter avec le promoteur qui choisira le protocole en conscience. Prenons l'exemple d'une cornéométrie sur 8 heures. On réalisera les mesures à T0 avant application du produit, à T2 heures, à T4 heures et à T8 heures sur la zone traitée et sur la zone témoin. Nous retrouvons sur la partie gauche du tableau les valeurs des moyennes de la zone traitée et de la zone témoin, ainsi que les écarts types à chacun des temps de mesure. Sur la partie droite du tableau, le calcul des différences de moyenne d'hydratation est réalisé entre le temps d'intérêt et T0 afin de ne considérer que les variations au cours du temps. Pour la zone témoin, seules de faibles variations sont constatées car elles sont uniquement induites par les variations naturelles de la peau. Alors que sur la zone traitée, elles sont induites par l'application du produit et son maintien ou non au cours du temps. Les résultats sont ensuite analysés de façon statistique. On réalise une étude de la normalité par un test de Shapiro-Wilk. Si les données suivent une loi normale, on appliquera un student t-test, sinon un Wilcoxon. Sans l'analyse statistique, pas d'efficacité. Si l'on regarde le graphe associé au tableau précédent, on constate une augmentation significative du taux d'hydratation pendant 8 heures, par rapport à T0 avant application du produit, mais également par rapport à la zone témoin sans application du produit. À l'inverse, sur une étude de PIE, on attend une diminution significative des pertes insensibles en eau cutanée pendant 8 heures par rapport à T0 avant application du produit.
C'est le cas dans cet exemple où l'on constate également une diminution des pertes insensibles en eau par rapport aux témoins sans application du produit. On peut donc conclure au potentiel hydratant du produit pendant l'utère et également à un effet dermoprotecteur du produit. Par contre, la mesure de la perte insensible en eau n'est pas suffisante pour revendiquer un effet nourrissant. Pour valider cette allégation, en plus du potentiel hydratant et protecteur, il est également attendu un effet sur le confort cutané. Il est préférable de compléter ces mesures de perte insensible en eau par un test d'usage au cours duquel on viendra mesurer cet item par un questionnaire d'auto-évaluation ou par un autoscorage volontaire. Nombreuses sont les questions sur le choix de l'effectif minimal. Comme je vous l'ai expliqué, ces deux technologies sont très précises, fiables et reproductibles, et les résultats sont analysés statistiquement. 10 résultats peuvent donc être suffisants pour démontrer le potentiel hydratant d'un produit, mais il est évident que plus on augmentera l'effectif de données, plus on sera représentatif. Il peut également être judicieux d'augmenter cet effectif lorsque l'on souhaitera comparer différents produits. Par exemple, une même base de formule avec des actifs à différents pourcentages. Dans les magazines, sur les publicités ou sur les réseaux sociaux, on retrouve beaucoup d'allégations. La cornéométrie permet de revendiquer un effet hydratant pendant X heures ou plus X% d'hydratation pendant Y heures, et la théométrie permet de revendiquer un maintien de l'hydratation pendant X heures, hydratant X heures, ainsi qu'un effet dermoprotecteur et respect de la barrière cutanée. Comment mieux valoriser ces tests alors que toutes les marques ont les mêmes allégations? Pour aller plus loin, il est possible de réaliser une modélisation du potentiel hydratant de votre produit. Le protocole est le suivant. Nous réalisons sur au moins 10 volontaires un minimum de 7 points de mesure sur l'hémi-visage, qui sont ensuite dupliqués sur l'autre partie du visage. Pour une modélisation plus fine, il est également possible de réaliser 30 points de mesure par hémi-visage. Les modélisations peuvent se faire sur hémi-visage sur 2 temps de mesure. Par exemple, T0 avant application et T2 heures après l'application. Cependant, si la cinétique compte plus de temps de mesure, la modélisation sur visage entier sera privilégiée. La représentation est réalisée avec les données d'un volontaire fictif médian qui compile les moyennes de chaque point de mesure sur l'ensemble des volontaires. La modélisation peut se faire à partir d'un avatar existant ou la marque peut créer son propre avatar. Pour ce faire, des prises de vue Vysia seront réalisées sur l'ensemble du panel ayant participé à l'étude afin de créer un visage moyen propre à cette étude. Ces modèles sont effectués en partenariat avec la société Kima, avec qui nous pouvons vous proposer de nombreux autres modèles, comme une étude de brillance par glossimétrie sur la zone visage, ou encore une hydratation sur la zone corps, par exemple avec la demi-jambe. On se retrouve donc en direct. Après cette vidéo, nous avons sélectionné parmi les questions que vous nous avez posées lors de votre inscription, les questions les plus pertinentes auxquelles on va répondre maintenant. Et comme je l'ai précisé au début du webinaire, les autres questions, vous aurez une réponse à l'écrit dans quelques jours. Alors la première question qu'on a reçue plusieurs fois, c'est comment mesurer l'hydratation du cheveu? Alors, pour répondre à cette question, on a fait appel à SP Équation et Erika Davin, qui est en fait notre prestataire pour des études ex vivo sur mèche de cheveux et qui est plus spécialiste que nous sur l'hydratation du cheveu. Donc, on l'écoute. Bonjour à tous, je suis Erika Davin et je travaille chez SP Équation. Notre cœur de métier, c'est l'évaluation instrumentale des performances des produits capillaires. Si vous vous demandez comment mesurer l'hydratation du cheveu, je peux peut-être vous apporter quelques informations. Alors, il existe plusieurs approches, notamment des approches assez directes et efficaces comme la DSC ou la gravimétrie, qui permettent de quantifier la rétention d'eau dans le cheveu. Mais chez SP Équation, nous préférons proposer une méthode par RMN qui va plus loin que celle-ci. Elle permet notamment de différencier l'eau faiblement liée aux cheveux et l'eau fortement liée.
C'est assez pertinent pour comprendre comment un actif, par exemple, peut aider à lier l'eau à la fibre ou à la kératine. Et cette technique offre également l'avantage d'être non destructive et assez sensible aux variations d'hydratation. Donc c'est un outil assez utile pour comparer l'efficacité des soins capillaires ou bien de suivre l'évolution d'une fibre, par exemple, durant un traitement, qu'il soit chimique ou d'autre nature. Merci Erika. Donc maintenant, on va passer aux autres questions qu'on a reçues. Justine, par le passé, j'étais formulatrice et je sais à quel point c'est compliqué de formuler un fluide hydratant matifiant parce que l'effet des poudres dessèche et il est difficile d'avoir un claim hydratant validé. Pareil pour les produits tels que les poudres de maquillage. Comment on peut faire pour mesurer une hydratation et avoir des bons résultats? Bonne question. C'est vraiment les formulations les plus complexes pour l'hydratation, parce qu'on a beaucoup de poudres et ces poudres, elles vont se déposer à la surface cutanée lors de l'étalage et on va avoir du mal à mesurer l'eau contenue dans les couches superficielles avec le cornéomètre. Donc là, on a deux stratégies qui peuvent être réalisées. Soit le film poudré est assez robuste pour limiter les pertes insensibles en eau. Dans ce cas-là, on va se tourner vers une théométrie et on va donc mesurer ces pertes insensibles en eau et essayer d'obtenir une diminution de celle-ci. L'autre stratégie, c'est si le produit ne va pas sécher directement, il sera alors possible de réaliser un essuyage, d'enlever ces poudres qui sont rester à la surface cutanée et pouvoir laisser l'eau remonter à la surface et la mesurer avec le cornéomètre. Ok, très bien. On a également eu beaucoup de questions sur des durées d'hydratation. Par exemple, comment avoir le claim hydratation immédiate, hydratation flash, ou à l'inverse, comment on peut claimer hydratation intense ou longue durée, ou tout simplement hydratant. Est-ce que 4 heures, ça suffit? Alors, par ordre chronologique, hydratation immédiate ou hydratation flash pourront être réalisées au bout de 30 minutes, 1 heure, 15 minutes minimum, car on va vouloir mesurer l'eau contenue dans l'épiderme et pas l'eau du produit. Il sera donc intéressant de laisser un certain temps au produit de rentrer dans l'épiderme. Ensuite, pour les temps intermédiaires, qu'on soit sur 2 heures, 4 heures, ils permettent de revendiquer l'allégation hydratant sans plus d'autres informations. Et à partir de 8 heures et plus, on va aller vers une hydratation longue durée ou toute la journée. Par contre, pour l'hydratation intense, là, on ne sera pas dans une temporalité, mais on viendra plutôt à revendiquer un gain important d'hydratation. Et là, il faudra plutôt regarder les pourcentages d'hydratation obtenus et pas uniquement le temps à laquelle ils ont été obtenus. Donc, même avec une étude sur 4 heures, on peut avoir hydratation intense si on a des très forts pourcentages. Oui, oui. Ok, C'est vraiment là-dessus, sur le pourcentage qu'il faudra se focuser. ça marche. On va passer à la dernière question. On voit qu'il y a beaucoup de développement de produits solides dans les nouvelles tendances, notamment des sticks. Mais on peut se poser la question aussi pour des huiles sèches ou des glosses. Comment on peut faire pour avoir un gain d'hydratation sur ces produits-là? Alors, pour tous ces produits anhydres, on va avoir des stratégies qui vont être différentes parce que ces galéniques, même anhydres, elles restent très différentes. Pour les huiles qui vont être sèches, le film lipidique qui va être apposé sur la surface cutanée peut être assez réduit et s'effacer au cours du temps. Donc, une cornéométrie peut être réalisée avec des valeurs potentiellement déceptives au temps les plus faibles, mais par contre, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir mesurer l'eau de la couche superficielle de l'épiderme avec la cornéométrie et obtenir de bons résultats à T4 heures, à T8 heures. Pour les produits vraiment denses, des baumes avec beaucoup de beurre, quel qu'il soit, avec des cires ou avec des sticks, là on va pouvoir avoir un film lipidique très robuste et dans ce cas-là, on va pouvoir mesurer une diminution des pertes insensibles en eau avec la théométrie. Et pour les produits qui sont un peu entre les deux, là, il va être possible de réaliser une cornéométrie
en essuyé, donc comme on l'a dit dans la vidéo, avec plusieurs stratégies en interne de cette même stratégie pour voir sur quel temps il va être déterminé. Le but étant toujours d'enlever ce film lipidique pour pouvoir laisser l'eau remonter à la surface cutanée et être mesurée à la cornémétrie. Ok, merci Justine. Bon, on vous l'avait promis, alors il est 11h32, donc après, on avait promis que vous seriez tous sur l'hydratation à 11h31, donc je pense qu'on a fait un bon panorama. Nous allons vous envoyer les questions posées lors des inscriptions ou si on a reçu d'autres questions pendant le webinaire par écrit cette fin de semaine. Vous aurez également le lien vers le replay du webinaire pour pouvoir le revoir à volonté. Et puis, nous, on attend vos colis avec vos échantillons pour tester, pour faire vos études d'hydratation. Merci beaucoup de nous avoir suivis, puis à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.